bonsoir. Le président de la République a reçu ce matin en audience au palais Sékou Touré une délégation d'ambassadeurs accrédités en Guinée. Il s'agit des ambassadeurs de la Libéria. Ces personnalités étaient venues transmettre le message de salutation et de félicitations du président Ernest Bai Koroma au professeur Alpha Condé à ses bonnes actions en faveur de la population guinéenne. Francis Keita. Ils sont ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, en compagnie de quelques hommes d'affaires qui arrivent au palais Sékou Touré. Conduite par Souley Darami, envoyé spécial du président de la République de Sierra Leone, cette délégation est parvenue du docteur Ernest Bai Koroma au professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, en tant qu'envoyé spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, pour amener un message à son frère, et le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et nous avons déjà remis le message et tout ce qui devait être fait du point de vue diplomatique et du point de vue des explications et tout. Concernant les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la Sierra Leone, l'émissaire du président Dr Ernest Bai Koroma rassure. Je peux vous assurer que les relations entre la Sierra Leone et la Guinée sont toutes et que de toute façon, ce n'est pas seulement le téléphone qui pour réchauffer la Guinée, il faut toujours beaucoup plus que ça. C'est pourquoi de temps en temps, vous avez des émissaires, des envoyés qui vont de la Guinée vers la Sierra Leone, des envoyés qui viennent de la Sierra Leone vers la Guinée. Mais les relations sont toujours. C'est en substance le message qu'a bien voulu transmettre cette délégation composée d'ambassadeurs et d'investisseurs venus de la Sierra Leone au président de la République, professeur Alpha Condé. Message axé uniquement sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Freetown. En prélude des travaux de l'atelier sur la réforme de la sécurité, le comité de pilotage vient de tenir une séance de travail à Conakry. L'objectif est de préparer les travaux de la commission d'orientation stratégique prévue le 7 novembre prochain à Conakry sous la présidence du chef de l'État, Adi Camara. Le président de la République, professeur Alpha Condé, fait de la réforme du secteur de la sécurité une des priorités de son progressité, d'où la création du comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité placé sous son autorité. Ce mercredi matin, les membres de ce comité étaient mobilisés à faire des esquisses relatives aux travaux de la commission d'orientation stratégique prévue le 7 novembre prochain ici à Conakry. Pour donner ce caractère hautement prioritaire de la réforme du secteur de sécurité, son Excellence, le professeur Alpha Condé a décidé d'accélérer le rythme de la réforme en réaménageant les structures destinées à cet effet, les textes, les méthodes et les démarches. Dans cette logique, l'unité de gestion sous l'impulsion du chef de l'État a décidé de convoquer la commission stratégique qui ne s'est pas réunie depuis le mois de février 2012 pour le 7 novembre prochain afin de comprendre l'état d'avancement des travaux de réforme du secteur de la sécurité et de confirmer les orientations. Mesdames et messieurs collègues, l'atelier de ce jour est destiné à nous préparer à cette importante réunion afin de l'optimiser. Nous espérons qu'il permette de nous mettre tous au même niveau d'information susceptible de lui conférer le sens et les résultats qu'impose le contexte et la volonté politique affichée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, afin que la réforme du secteur de la sécurité, qu'il place dans le cadre général de la réforme globale de l'État guinéen, succès et un modèle qui inspire d'autres nations. Cette réforme devrait mettre l'accent sur une nouvelle conception de la défense et de la sécurité, une approche globale, consensuelle et participative qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs et l'appropriation nationale à tous les niveaux. Nos partenaires comme le système des Nations Unies sont engagés à appuyer ces donateurs pour viabiliser le projet. Cette journée importante qui est les travaux de la réforme du secteur de sécurité à son niveau devrait être. La réforme du secteur de sécurité est une action hautement politique. Donc, c'est bienvenu de voir l'implication et la mobilisation des ministres impliqués ce matin. Comme le directeur de cabinet du président a mentionné, le but
l'objectif principal est de vous préparer pour la commission d'orientation stratégique de la réforme du Comité national de pilotage de la réforme, présidée par le président le 7 novembre. Donc, ça va être une remise en forme, un rappel du concept de la réforme du secteur de sécurité, un rappel des états généraux sur la réforme du secteur de sécurité, en particulier les conclusions des états généraux, et ensuite une révision du décret présidentiel établissant le Comité national de pilotage. Avec ces discussions, ceci devrait bien vous préparer pour la commission d'orientation stratégique du 7 novembre. C'est un processus qui nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de l'armée. Sur ce, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana s'est appesanti sur l'adaptation de nos services de sécurité aux nouvelles exigences internationales. Le projet de réforme du secteur de la sécurité est un axe prioritaire pour la politique du président de la République. Et ses institutions sa détermination à en assurer le succès. Les efforts ont été fournis par chacun de vous au sein du comité sectoriel respectif. Les résultats encourageants ont été obtenus, bien que je mesure l'importance de ce qui reste à faire. Cela m'offre l'opportunité particulière de féliciter tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce projet historique, et particulièrement aux forces armées qui ont adhéré sans réserve à cette réforme déterminante pour l'avenir de notre pays. Les efforts du président de la République et nos partenaires au développement ont permis de faire comprendre au peuple et à son armée que le projet de la Guinée reste prioritaire, que la capacité de chacun de nous à accepter le changement et à l'accompagner. Se féliciter de progrès accompli et regarder l'avenir avec confiance et sérénité. Pour preuve, ici quelques actions engagées par le projet de réforme qui nous permettent d'affirmer que nous sommes en train de réussir et que nos chances de succès sont importantes. Premièrement, la mise à la retraite de 3928 militaires avec pension assurée, la démilitarisation de la vie pour Conakry, la restauration de l'ordre et la mise à des casernes, la mise à l'écart des militaires dans la gestion des manifestations publiques, le recensement biométrique de l'armée, l'élection de la gendarmerie nationale, le recommandement de la gendarmerie nationale et la création d'un département de la justice militaire, l'initiative de coopérative pour les militaires à la retraite dans le cadre de la réinsertion socio-économique, la réalisation des textes légaux réglementaires du secteur de la sécurité, l'intégration des organisations de la société civile au sein de la commission technique de suivi pour une meilleure prise en compte des besoins de la population, la programmation et la mise à la retraite le 31 décembre 2012 des militaires atteints par la limite d'âge, les efforts qui sont en cours dans le cadre de la création du fonctionnement du dispositif CNP, réforme du secteur de la sécurité. Cette réforme s'inscrit donc dans un contexte de renouveau démocratique résolument tourné vers l'avenir en jetant les bases d'une véritable politique de développement qui va tenir compte du contexte national et de l'environnement international. Les coopératives agricoles nourrissent le monde. C'est sous ce thème que la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en Guinée, précisément à Kindia. Cet événement marque le 67e anniversaire de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette journée commémorative vise à conscientiser l'opinion internationale sur la nécessité de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Fodé Camara signe ce reportage. Près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition. Et les premières victimes de ce phénomène sont les tout-petits. Dans la capitale des Agrimes, pour inviter les grands de ce monde à se lever comme un seul homme contre la faim, des enfants de 14 à 17 ans ont parcouru plus de 2 km de Dadia à la place des martyrs. Après la course contre la faim, haute manifestation de la Journée mondiale de l'alimentation, le lancement de Téléfood 2012. Cette initiative vise à mobiliser des ressources en vue de financer les micro-projets des petits exploitants agricoles. Comme cela a été dit et redit, nous avons le moyen d'éliminer la faim et la malnutrition. Il faut pour cela établir un environnement favorable qui permet aux petits producteurs de tirer pleinement parti de toutes les possibilités qui
coopératives et des organisations de producteurs solides ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Cette année, la journée mondiale d'orientation est célébrée avec le slogan « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Une façon d'attention des décideurs sur la nécessité de soutenir les jeunes et surtout les femmes des zones rurales, des localités où la majorité de la population est sous-alimentée. À ce niveau, pour les attentes, le grand défi reste la mise en place d'un climat propice sur le plan politique. Cette option est une réalité tangible pour notre pays, déjà matérialisée par l'importante action menée sans relâche par le président de la République, le professeur Alpha Condé, en faveur de la promotion du monde rural, dont les objectifs majeurs est l'atteinte de la sécurité alimentaire. C'est à juste valeur que cet engagement du président de la République est basé sur le principe de la souveraineté alimentaire. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Pour relancer l'émulation dans le rang des paysans de Kindia, 3 prix ont été décernés aux meilleurs producteurs du riz, à la meilleure union et la meilleure coopérative. L'Union des producteurs maraîchers de Kindia et la coopérative des producteurs et exportateurs des fruits et légumes de Frigiabé ont raflé ces prix accompagnés d'engrais, de semences maraîchères et de riz amélioré. A fait une mini-foire agroalimentaire à offert au public un panorama massifié des produits agricoles et des projets d'amélioration de la production évoluant dans la capitale des agrumes. Et puis ce matin, ils étaient en colère les habitants du quartier K1 dans la commune de Ratoma. Raison invoquée, manque d'électricité dans la zone. Aussi formé, le gouverneur de la ville de Conakry s'est immédiatement sur les lieux en compagnie de certains responsables de EDG. Commandant Sekou Resto Camara a invité les citoyens de ce quartier à promouvoir le dialogue, à préserver la paix et les acquis du gouvernement. Sur place, Moussa Komara. Ce matin, le quartier Bantouka 1 dans la commune de Ratoma était en ébullition. Les populations réclament le rétablissement de l'électricité. Le transformateur du quartier est en panne depuis 3 mois. Depuis 3 mois, on dit qu'on a un problème de transformateur. On a enlevé le premier transformateur, on a ramené un autre. Une semaine plus tard, on dit que ce transformateur aussi a un autre problème. On vient récupérer celui-ci, on ramène un autre, qui est là comme une image. Il ne s'allume pas, il n'y a pas de courant, on ne le branche pas. Mais nous aujourd'hui, il n'y a pas de courant dans le quartier, c'est nous les femmes qui souffrons. Parce que les femmes ici, il faut qu'elles vendent du bonbon glacé, du lait glacé pour avoir l'électricité. Ils nous ont promis le samedi, ils viendront pour réinstaller ce transport-là. Mais le samedi, on ne les a pas vus. Lundi, on ne les a pas vus. Après le mardi, on a appelé notre représentant de l'EDG qui se trouve dans le quartier. Il nous a dit que ceux de l'EDG ne les ont pas appelés. C'est la raison pour laquelle on a manifesté aujourd'hui. Les autorités de la ville de Conakry semblent prendre le problème à bras le corps. Commandant Sekou Resto Camara est arrivé sur les lieux accompagné d'un responsable de la société EDG pour calmer la colère des citoyens du quartier. On a envoyé un transport de 250 qui était disponible dans nos stocks. Et en même temps, on préparait à envoyer un second transport de 160 kVA pour essayer de repartir les charges, pour ne pas porter tout ça là sur le seul transport, parce que celui qui était ici avant était plus puissant que le premier qu'on a envoyé. Donc c'est ce travail-là qu'on a commencé. Déjà aujourd'hui, le 250 qui est là va être mis en service. On a envoyé le second transport de 160 qui est en train d'être fixé maintenant. Le vol des câbles régresse dans la capitale alors que les autorités de EDG s'activent à améliorer la desserte en électricité. Le gouverneur de la ville de Conakry invite la population à promouvoir la paix et à préserver les acquis du gouvernement. C'est ce matin que moi j'étais au courant et immédiatement on s'est rendu à la direction de Tombeau et immédiatement on s'est rendu sur l'île avec le 3e transformateur. Il y a déjà deux qui sont déjà installés. Moi je pense qu'il faut remercier la direction EDC. On lance un appel à l'endroit de toute la population que vraiment, quiconque sera en train de voler ou couper ces câbles-là, que l'État investit plus de milliards pour que le population ait le courant, l'intérêt sera interpellé et s'attend devant la justice. Il faut que ce soit clair. En attendant la mise à jour du transformateur de 630 kVA, les citoyens de Bantouka 1 seront servis en courant électrique grâce à des transformateurs installés dans le quartier par les agents de EDG. Des superviseurs et des fonctionnaires de radio et télévision des pays de l'Afrique francophone
était récemment en Chine pour un séminaire organisé par le gouvernement chinois. Notre pays a été repris à cette rencontre par les rédacteurs en chef adjoints de la RPG Koloma et Boulbiné. Les participants ont bénéficié de l'expérience chinoise en termes d'organisation et de gestion des médias. Le point avec Isidore Nanam. 37 cadres et journalistes venus des pays de l'Afrique francophone ont pris part à ce séminaire portant essentiellement sur les possibilités d'échange entre les médias chinois et africains. Participation à un forum sur la promotion de la CCTV, visite de plusieurs chaînes de radio et de télévision chinoises, voyage touristique en Anjou, ville culturelle par essence, découverte de la Grande Muraille et de quelques villages de la Chine moderne sont entre autres activités qui ont marqué le séjour des cadres journalistes des pays de l'Afrique francophone en Chine. Partout, les participants ont été impressionnés par la générosité des populations chinoises, mais aussi par terminant à réussir tout ce qu'elles entreprennent, ce aussi bien dans les grandes sociétés que dans les petites et moyennes entreprises de la vie de tous les jours. En visitant les grandes sociétés de médias comme la CCTV, la CNTV, la BBF, la Channel Youth Daily, les cadres africains ont, suite à des séances de travail, bénéficié de l'expérience chinoise en termes d'organisation et de gestion des médias. Les séminaristes ont appris sur le terrain que le fonctionnement efficace des médias chinois repose essentiellement sur des principes comme la rigueur dans le travail, la ponctualité des agents, la bonne volonté des décideurs à mettre des moyens à disposition pour des résultats, avec à la clé plus de priorité aux équipements techniques. Surtout en cette période où le monde des médias privilégie la numérisation. Au terme de 3 semaines de travaux intenses supervisés par le Centre international de recherche de la communication de la SAF, les participants ont salué l'esprit d'ouverture des médias chinois à l'endroit de la presse africaine. Les satisfaits ont été décernés aux séminaristes qui, par la même occasion, ont été invités à considérer désormais la Chine comme leur seconde patrie. Comme pour dire que la coopération chino-africaine se porte très bien, aussi bien au plan diplomatique et économique qu'au plan des échanges entre les médias. Parlons à présent des difficultés de fonctionnement de nos universités. La plupart des institutions d'enseignement supérieur du pays sont caractérisées par le manque d'infrastructures et d'équipements. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, celui des mines et géologie de Bokeh, ou encore la médecine vétérinaire de Dalaba illustre cette réalité. Le constat, c'est avec nos envoyés spéciaux Abid Cham, Ibrahima Sori et Ansane. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, sa vocation, former les étudiants dans les filières techniques. Créé en 2005, le centre s'est déjà illustré dans ce domaine à travers plusieurs essais. Les instituts ont pour rôle de développer des secteurs qui permettraient au pays de se développer. Vous avez dû voir les feux tricolores qui nous ont été demandés même au niveau des instances supérieures que nous avons su et pu réaliser et qui a fait l'objet d'un conseil de gouvernement qui a apprécié de la réalisation. Fort de ces acquis, l'IST de Mamou doit faire face à un nouveau défi, le manque d'infrastructures. Mais cela ne semble pas entamer l'engagement des responsables de l'Institut. On a sorti 4 promotions d'ingénieurs, soit 1246 ingénieurs qui sont sur le marché du travail. Nous aurions souhaité mieux faire. Vous avez dû voir ici qu'il y a quand même un manque d'infrastructures, parce que nous aurions pu prendre ici beaucoup plus d'étudiants. C'est les moyens qui font qu'on est pour le moment à 1685 étudiants. Même réalité à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Érigé en institut en 1990, cette ancienne faculté souffre à ce jour d'un manque criard d'infrastructures. L'Institut géomine de Bokeh est l'une des vieilles facultés qui ont 62. Tous les cadres, les grands cadres de sociétés minières évoluant en République de Guinée ont passé par cette faculté. Le bon de pédagogie, vraiment ça va bien. Mais c'est les infrastructures et équipements manquent. Vous-même vous avez constaté ici, vous voyez le bloc qui est derrière nous ici, 10 ans, le soubassement est là, 20 salles de classe. Les salles que nous avons ici, c'est les hangars de la CBG, de Amassem, que nous avons transformés en salles de classe. L'Institut supérieur de sciences et de médecine vétérinaire là-bas existe, lui, depuis 2004. Équipé d'un mini-laboratoire, son avenir est intimement lié à la technologie de pointe, de quoi assurer les recherches biomédicales.
il n'est pas aisé de créer une option, une filière vétérinaire. La formation en médecine vétérinaire, tout comme médecine